à tous, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui au premier colloque du RPH de l'année et au 50e de son histoire. Avant d'entamer l'introduction à proprement dite à ce colloque, je vous propose de commencer par une anecdote, si vous le voulez bien. Il y a quelques semaines, j'ai perdu les clés au milieu de la forêt noire allemande. De retour à Paris, après un passage sur le divan de mon psychanalyste, je me rends chez un cordonnier serrurier non loin d'ici. J'entre chez le serrurier, en face du comptoir, je tourne la tête à droite et entre des pots de cire à chaussures poussiéreux et des chaussures, je vois sur le mur collé Madame Bernadette, psychanalyste. Le nom a été modifié pour respecter l'anonymat de la personne, bien sûr. Je laisse là cette anecdote pour le moment et j'y reviendrai plus tard. La formation du psychanalyste. Comment faire école ? Afin de préparer le terrain pour les collègues qui travailleront à construire leurs réponses à cette question, je vous propose d'ouvrir cette journée avec un état des lieux et quelques repères historiques. 1910. Création de l'Association psychanalytique internationale par Sigmund Freud. Après une séparation avec Carl Gustav Jung, Freud accepte la suggestion d'Ernest Jones de créer le comité secret des 7 porteurs d'anneaux, constitué des amis et des élèves dispersés dans le monde afin de les rassembler pour assurer la transmission de la science freudienne. Il était question alors de garantir la formation du psychanalyste et protéger la profession des dérives. En 1908, puis en 1910, les membres de l'IPA se réunissent et 3 sociétés sont reconnues, celles de Vienne, de Berlin et de Zurich. À cette date, Freud préférait le mot de société pour nommer les groupes de formation. Il indique la nécessité, pour celui qui se destine à devenir psychanalyste, qu'il entame sa formation en commençant par lui-même et faire sa certes analyse, sans préciser s'il devait s'agir là d'une auto-analyse, d'une psychanalyse et jusqu'où elle devait être menée. 1964. Jacques Lacan est excommunié de l'IPA suite à l'introduction dans la technique psychanalytique des séances dites courtes. Il choisit le terme d'école pour fonder la même année l'école freudienne de Paris. Dans son acte de fondation et dans la lignée freudienne, il vise l'école en tant qu'organisme responsable de la psychanalyse, de sa transmission à la dénonciation de ce qui en est des déviations ou compromissions à la praxis. 1967, il introduit la passe, au cours de laquelle est nommé le psychanalyste de l'école. La transmission de la psychanalyse est repérée au cours de l'analyse de l'analysant autour d'un point qu'il nomme un gradus, une règle qui signerait 2 régimes. Le premier, le repérage dans le discours du passant qu'il y a bien école. Le second, le caractère fini de son analyse didactique au cours de laquelle se serait engagé un détour qui l'aurait fait devenir analyste. Cette passe ne sera pas une affaire concluante et Lacan de déclarer aux assises de l'école freudienne de Paris que c'est un échec complet. En 1980, l'école freudienne de Paris est dissoute. En 1981, Jacques Lacan décède. 2000, la théorie de Turin. Jacques-Alain Miller, qui sera l'un des premiers à signaler que la proposition du 9 octobre 1967 n'a pas été tenue, réintroduira la passe sous un autre format, celui qui fait de l'école un sujet. L'école serait ainsi ce qui est déterminé par les signifiants dont il est l'effet, ce qui lui octroie des interprétations d'elle-même comme sujet. La passe est récupérée et instituée comme manière dont les analystes font école. Ici, donc là j'attire votre attention, école dans la citation est écrit avec un E accent aigu minuscule. Les analystes font école, donc E minuscule, via la passe, où ils témoignent de leurs compétences au travers d'un témoignage de leur propre analyse. L'aveu d'échec de Lacan et de Miller n'y feront rien. La passe est réintroduite avec une nouvelle invention, celle que l'école E majuscule est un sujet,
et les analystes font école, E minuscule. 4 années avant cette théorie de Turin, 1996, est créé le réseau pour la psychanalyse à l'hôpital, dans les murs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 3 ans plus tard, 1999, hôpital Saint-Louis. Une trentaine de personnes, stagiaires psychologues, analystes et psychanalystes, s'installent pour commencer une réunion. Fernando de Amorim prend la parole et demande à chaque personne présente de témoigner de leur clinique afin de prouver qu'ils sont effectivement psychanalystes. Après la réunion, les personnes présentes notifient une à une de leur départ de l'école et 2 personnes resteront depuis cette date, Fernando de Amorim, Laure Baudiment, tous 2 psychanalystes de l'école aujourd'hui. En 2014, le docteur de Amorim théorise clairement ce qui s'est agi dans cette première réunion. Dans cette réunion qui a eu lieu donc à l'hôpital Saint-Louis. Le clinicien devient psychanalyste quand le psychanalysant qui l'écoute devient sujet. Au RPH, école de psychanalyse, le psychanalyste est reconnu à partir de sa compétence clinique. Cette compétence est examinée à partir de ce que celui qui en sait le mieux peut en dire, le psychanalysant. Qu'en est-il de la psychanalyse du psychanalyste? De l'étudiant au président de l'école, tous les membres font l'expérience régulière du divan, qu'ils soient ou pas encore sortis de psychanalyse. Pour le psychanalyste, donc, la psychanalyse est sans fin. Une telle proposition recèle des enjeux cliniques et politiques. Au niveau de la formation, c'est le discours du patient et du psychanalysant qui est mis au centre, et ainsi la formation navigue au plus près de la clinique. Supervision, contrôle, réunion clinique, groupe de travail rythment l'agenda des cliniciens du RPH, école de psychanalyse, qu'ils soient jeunes ou plus expérimentés. C'est la clinique qui rythme la formation et non l'inverse. En témoigne par exemple la clinique du partenariat, qui engage chaque membre à se rapprocher de la médecine et à travailler avec les médecins pour dénouer ce qui fait nœud dans la clinique. Novembre 2025, l'amendement sénatorial numéro 159 présente un plan pour supprimer tout financement public des pratiques se réclamant de la psychanalyse. Février 2026, la Haute Autorité de Santé écarte la psychanalyse des recommandations pour soigner l'autisme. Ces 2 événements et les remous qu'ils ont pu créer au sein des écoles de psychanalyse, mais aussi au sein des associations qui souhaitent la supprimer purement et simplement, est à interpréter comme un appel à l'égard des psychanalystes de témoigner de leur rôle au sein de la cité. Comment les psychanalystes peuvent-ils témoigner de ce qui fait leur autorité clinique? Comment se forment-ils? Comment font-ils école? Sont là des questions essentielles qui concernent le rôle du psychanalyste dans la cité et qui donnent à ce 50e colloque du RPH un caractère politique. Chacun des intervenants se propose d'en dire quelque chose. De la fonction de la psychanalyse sans fin du psychanalyste et sa différence avec l'analyse didactique, de ce qui autorise le psychanalyste à occuper cette position, de la construction de son éthique, à la transmission au sein de l'école, la manière dont elle fait série et dont elle est sérieuse. Réitérant le pari de Freud, il s'agira de faire le pari aujourd'hui qu'il y a des chances de formation, de chances d'avenir de la formation psychanalytique, si, toutefois, le clinicien est prêt à quitter l'aliénation moïque pour mettre à l'honneur ce qui est chez lui le plus précieux, son désir. Ce désir n'est pas volonté, en ce que la formation du psychanalyste lui apprendra qu'il ne s'autorise que de lui-même, bien sûr, mais pas n'importe comment, d'où la nécessité de quelques autres. Revenons au serrurier cordonnier, ou cordonnier serrurier, comme vous préférez. Donc, rappelez-vous, une plaque collée au mur, Madame Bernadette, psychanalyste. Un jour, le gérant de ce magasin me demandait si je connaissais cette personne et si je pouvais lui indiquer que sa plaque l'attendait depuis maintenant plusieurs années. En lui disant que je ne la connaissais pas, il me répondit en rigolant. Mais vous ne trouvez pas que c'est étrange pour une psychanalyste de demander à ce qu'on lui prépare une plaque et de ne pas venir la chercher? Elle l'a payée en plus. Oui, elle l'a payée en plus. Son désir abandonné est collé sur un mur. Ce geste dit bien plus que le geste en lui-même. Il rappelle le nombre de fois où les psychanalystes se sont nommés analystes, ont cédé d'un mot, puis d'une position, par complaisance ou séduction, sans mesurer les effets,
que céder sur son désir n'est pas sans conséquence. Je me permets ainsi des quelques minutes d'antenne qui me sont octroyées pour lancer cette invitation. Madame Bernadette, ou la Haute Autorité de Santé. 25. C'est le nombre de membres cliniciens qui sont formés à cette proximité avec la clinique et avec le désir. C'est autant de divans prêts à vous recevoir et à témoigner de ce qui fait psychanalyse aujourd'hui. Écoutons ce qu'ils ont à nous transmettre.